11 mai 1922, 11 mai 2022. La ville de Pointe-Noire va officiellement totaliser dans quelques heures son centenaire. Devant l'infinie éternité, un siècle représente peu de choses. Mais dans la dimension du temps où se meut le genre humain, 100 ans est la traduction d'un parcours laborieux, jonché parfois de hauts et de bas, d'échecs et de victoires, de larmes et d'allégresse. Notre génération a l'avantage de vivre le centenaire. Il est sûr et vraiment indiscutable que nous ne vivrons pas le bicentenaire. Donc m'exprimer à la faveur du centenaire est déjà une grâce qui m'est accordée. Parlons des faits qui m'auraient marqué en tant que natif de Pointe-Noire. Je m'en tiendrai juste au fait que nous rapporte l'histoire. Pointe-Noire, capitale du Moyen-Congo, entre 1950 et 1959. C'est un fait important. Pointe-Noire, la maternité de la République. Voilà encore un fait important. Parce que, dussions-nous le savoir, que la République est née à Pointe-Noire par une délibération 112-58 du 28 novembre 1958 et à son article 2, créant la République, délibération de l'Assemblée territoriale. Ce qui a amené d'ailleurs de think tank à organiser à Pointe-Noire en 2010 un colloque international, République et indépendance africaine, 50 ans après. Quel enjeu de think tank, l'un présidé par le ministre d'État à l'époque, Aimé Emmanuel Yoka, le CRIPOL, Centre de réflexion et d'innovation politique, et l'autre dont le promoteur et les responsables fut ma modeste personne, Géoé Kostrapol. Nous organisions ce colloque pour rappeler le rôle historique de Pointe-Noire. Et lors de ce colloque, l'idée a même émergé de rendre à Pointe-Noire ce qui lui a été exproprié, de faire en sorte que, pourquoi pas, le Parlement reparte siéger à Pointe-Noire. Et on a fait évoluer l'idée. C'est le ministre d'État, Emmanuel Yoka, qui disait, à défaut de faire revenir le Parlement à Pointe-Noire, mais on peut quand même envisager que le Parlement économique, c'est-à-dire le Conseil économique et social, puisse désormais siéger à Pointe-Noire. Donc, c'est un fait important. Mais de ce que j'ai vécu moi-même, le fait important, c'est l'inauguration en présence des chefs d'État, le président Denis Sassou Nguesso et le président Thomas Sankara du Burkina Faso, de la tour Mayombe, cet immeuble de 15 étages qui nous avait impressionnés à l'époque parce que c'était, et je crois même jusqu'aujourd'hui, en dehors de l'immeuble de la Direction générale du port qui vient d'être érigé, qui a sensiblement la même hauteur ou bien le même nombre d'étages que la tour Mayombe. Vous pouvez imaginer à l'époque ce que représentait cette tour dans l'imaginaire collectif des Ponténégrins et pour les jeunes Ponténégrins que nous fûmes à l'époque. C'était impressionnant. Impressionnant d'avoir cette tour. Plusieurs autres personnalités ont marqué l'histoire de Pointe-Noire. Vous parlez de Jean-Pierre Tchister Tchikaya, pour commencer par lui, qui reste pour nous un homme politique très engagé. Mais vous avez Jean-Baptiste Atilotar, qui reste pour nous un modèle de loyauté, de fidélité. Ben, vous parlez aussi de Louis-Sylvain Goma, qui reste pour nous un modèle de rigueur et de fermeté, voyez-vous. Mais au-delà de ces acteurs politiques contemporains,
j'ai toujours besoin de repartir dans l'histoire pour parler d'autres grandes figures dont on parle très peu et qui ont marqué l'histoire des peuples de Pointe-Noire, qui ont laissé des empreintes fortes, des empreintes qui survivent encore jusqu'à aujourd'hui. Je veux parler de Lassie Simon-Zéphirin, celui-là qui a développé un mouvement syncrétique néo-chrétien, qui a réussi à installer au cœur de l'Afrique, et particulièrement de l'Afrique centrale, ce courant religieux qui s'impose encore aujourd'hui. Voilà, nous l'avons encore jusqu'à aujourd'hui. Et pour rester dans le monde religieux, ça c'est des figures importantes que nous devons célébrer, au-delà des politiques. Parce qu'avoir réussi dans un peuple presque animiste, peu croyant, avoir réussi à imposer une pensée religieuse, avoir été promoteur d'un tel courant religieux, il faut quand même être un grand homme, voilà, un grand esprit. Voilà. Donc Lassie Simon-Zéphirin, avec son christianisme prophétique en Afrique, que nous retrouvons comme courant religieux, que vous retrouvez dans tout le département de Pointe-Noire et au-delà dans le Kwilu. Mais vous n'avez pas que lui dans le monde religieux. Vous avez Pierre Tchikaya de Beau-Empire. On le connaît sous l'angle politique, mais c'est un pasteur religieux. Je dois reconnaître à Pierre Tchikaya de Beau-Empire d'avoir implanté l'église protestante à Pointe-Noire et dans le Kwilu. Lorsque la mission suédoise part de Lubeti pour venir s'installer à Pointe-Noire et installe la paroisse en Vonvou, c'est Pierre Tchikaya de Beau-Empire qui est catéchiste, en même temps enseignant. Et c'est lui qui va évangéliser pratiquement tous les peuples du département du Kwilu. À preuve, il est mort à la suite d'un accident de retour d'une campagne d'évangélisation. Donc, on le connaît comme étant ascendant de Tchikaya Outamisi et d'autres, mais on le connaît peu en tant qu'évangéliste. Voilà. Promoteur, si vous voulez, de l'église protestante, l'église évangélique du Congo à Pointe-Noire. Mais je ne parle pas que de lui dans le domaine religieux. Et pour revenir sur Pierre Tchikaya de Beau-Empire, c'était le premier à commencer à écrire en langue vili. Après lui, dans le monde religieux, je parlerai de Monseigneur Godefroy-Poity. Godefroy-Poity qui est le tout premier évêque africain ou congolais du diocèse de Pointe-Noire. Celui-là qui a engagé une politique audacieuse d'inculturation, qui a commencé à chanter, à composer des cantiques en vili, et qui voulait à tout prix pénétrer ce monde peu croyant, mais justement en s'appuyant sur les us et coutumes, la culture vili. Voilà, l'inculturation qui permet de partager la parole de l'Évangile en s'adaptant aux us et coutumes. Vous voyez? Donc, pour moi, c'est des figures importantes. Je laisse ce domaine religieux. Je voudrais prendre des grandes figures aussi dans le domaine des œuvres humanitaires, de la charité, par exemple, pourquoi pas. Voilà, ceux qui ont donné un exemple de solidarité, d'amour, de partage. Je prendrai le cas de Portela, Louis Portela, ce couturier reconnu, mais qui a formé la majorité des couturiers de Pointe-Noire et même au-delà, et qui, les mettant à son service, leur accordait des crédits, leur donnait des machines et des tissus, quitte à ce qu'ils les remboursent petit à petit. Vous voyez, c'est un exemple d'humanisme, un exemple de charité. Je parlerai
dans cet élan de Stéphane Tchichele, qui a modernisé l'habitat rural, qui a donné un exemple d'amélioration des conditions de vie de population. Quand vous quittez Pointe-Noire en allant vers Brazzaville, les tout premiers villages qu'on appelle Mengo, vous voyez des petites cases qui sont là. C'est l'œuvre de Stéphane Tchichele. C'est un exemple important. Il faut qu'on arrive à valoriser cela pour ne pas restreindre l'hommage à des personnalités, à leur action politique. Il faut voir ce qu'ils ont fait par ailleurs. Je prendrai un exemple vivant cette fois-ci. Antoinette Sassou Nguesso, qui est la première Congolaise à créer une fondation humanitaire d'origine congolaise. Parce qu'avant la Fondation Congo Assistance, nous n'avons de fondation que d'exportation. Mais la première fondation d'origine congolaise, c'est Antoinette Sassou Nguesso qui la porte sur les fonds baptismaux, la Fondation Congo Assistance, au travers de laquelle elle partage la solidarité. Cette dame qui a fait de la solidarité, de l'humanitaire, un credo, un modèle de vie, et que j'ai toujours espéré voir figurer un jour dans le trésor vivant de la nation, mérite d'être célébrée et présentée à ses compatriotes. L'histoire de Pointe-Noire peut nous être contée à travers les lieux emblématiques. Eh bien, nous étions des Ngembo. Voilà. On était des Ngembo lorsqu'il y avait Carnaval Koubititi, où les parents allaient se retrouver, danser, et nous on était dehors en train de les guetter. Mais on peut parler aussi d'autres lieux, à la raffinerie, comment on appelait, le village du côté de la raffinerie. On peut parler de Café Rima, on peut parler de Kouraos. C'est aussi le lieu de l'expression artistique et culturelle, Pointe-Noire. On abordera peut-être les aspects des grands hommes de culture, oui, puisque vous parlez des lieux, mais restons encore sur des personnages. Les personnages. Pointe-Noire a vu émerger des hommes de lettres engagés et de renommée internationale. Tchikaya Outamsi, vous l'avez cité, Alain Mabankou, pourquoi pas, pour parler de ceux de ma génération, mais un peu plus, voilà, ces grands lieux historiques où effectivement il y avait la célébration de la rumba congolaise qui est reconnue aujourd'hui comme patrimoine de l'humanité. Cette rumba devrait célébrer cette consécration avec justement ces lieux emblématiques auxquels vous faites allusion. L'histoire nous renseigne qu'au commencement, deux entités économiques ont fait la fierté et le prestige de Pointe-Noire. Il s'agit du port et du CFCO. Aujourd'hui, le PAPEN, le port autonome de Pointe-Noire, selon les récentes évolutions, respire l'embonpoint, tandis que le chemin de fer Congo-Océan est un colosse au pied d'argile. Une situation difficile que certains expliquent par la construction de la route Pointe-Noire-Brazzaville. Mais la vocation de la route Pointe-Noire et Brazzaville n'était pas de tuer le CFCO, bien au contraire, de sauver le CFCO. De sauver le CFCO en faisant en sorte que les moyens les moins lourds puissent utiliser la route pour désengorger l'usage du chemin de fer par des personnes physiques et faire en sorte que le chemin de fer continue à jouer son rôle de route économique. Un travail important est envisagé par le gouvernement sur instruction du président de la République. Faut-il encore le dire? Vous savez, on oublie très vite. Mais le CFCO s'est dégradé davantage à cause de notre incivisme. Tous les événements que nous avons connus de 1993 à 1995, qui ont eu pour épicentre le département du Poul et peut-être même le département du Niari, avaient comme enjeu l'occupation et la dégradation du chemin de fer, au point où le trafic ferroviaire a été longtemps interrompu. Lorsque vous abandonnez comme ça un chemin de fer, que vous ne pouvez pas l'entretenir pendant 2 ou 3 ans,
parce que le trafic est interrompu à cause de l'insécurité. À quoi pouvez-vous vous attendre? La réhabilitation est difficile. C'est d'abord cela. Le CFCO, en tant qu'entreprise, ne pouvait plus bien fonctionner parce que ses ressources, il les avait de quoi? Mais il les avait de transport, voilà, minéralier, des grumes et de tout ce que nous avions comme trafic sur Pointe-Noire. Et si pendant 6 mois, 1 an, le chemin de fer n'a pas fonctionné, vous vous en doutez bien que le CFCO, en tant que structure, en tant que société, ne peut plus disposer des ressources importantes pour l'entretenir et réhabiliter. Et la relance a été difficile et nous en payons encore les frais jusqu'à aujourd'hui. Mais cela dit, le gouvernement travaille. Vous savez qu'en ce moment, par exemple, nous sommes en train de réhabiliter déjà le tunnel de 4 km 7. Voilà, nous avons des petits travaux de Pointe-à-Temps, mais au-delà, comme toutes les entreprises du portefeuille, nous travaillons pour un nouveau mode de gestion de ces entreprises en recherchant des partenaires. Pourquoi ne pas envisager une gestion sous forme de partenariat public-privé, sous forme de concession? Nous sommes encore à la recherche des partenaires et l'effort du gouvernement, c'est de faire en sorte que ça arrive à un niveau qui puisse permettre aux partenaires de s'y intéresser davantage. Pour le moment, oui, ce que nous faisons, c'est espérer qu'avec cette timide reprise, nous puissions réhabiliter avec les ressources minéralières. Vous m'avez vu aller, comment on appelle, lancer les travaux de construction de chemin de fer du tronçon Mbinda-Mombelo. Voilà. Ben, c'est de cette manière que nous entendons disposer quelques ressources pour remettre un tout petit peu à niveau le chemin de fer jusqu'à ce que nous trouverons des partenaires crédibles avec lesquels nous pourrons envisager une gestion plus moderne de ce chemin de fer qui sera d'ailleurs réhabilité. Pour avoir accueilli massivement les populations issues de tous les départements du Congo, le CFCO aidant, Pointe-Noire est véritablement une capitale cosmopolite. Pointe-Noire, c'est une ville cosmopolite. Pointe-Noire, c'est le carrefour des civilisations. Pointe-Noire, c'est le carrefour des races. Peut-être qu'on ne se rend pas compte. Carrefour de civilisation? C'est quand même par la pénétration portugaise que le Congo a été découvert par Diego Cao en 1482. Non? Ça veut dire que vous aviez déjà là une civilisation qui s'est installée à Pointe-Noire. Mais c'est le carrefour des races. C'est quand même par Pointe-Noire que nous avons connu la traite négrière. Pointe-Noire est donc là un carrefour de deux races. C'est là que se sont rencontrés ce qu'on appelle couramment la race noire et la race blanche. Et lorsque les deux races ont commencé à faire des échanges, de commerce, il ne peut pas y avoir la bagarre là où il y a le commerce. Il ne peut pas y avoir la bagarre là où il y a les échanges. Ce n'est pas possible. Ce sont les interactions humaines. C'est la collaboration, c'est la cohabitation. Donc, de par son histoire, Pointe-Noire est déjà un carrefour de l'humanité, un carrefour des humains. Mais ça ne s'est pas limité, ça ne s'est pas arrêté là. Pointe-Noire est la porte de sortie pour les autres continents, au travers de la mer. C'est la porte d'entrée au sein du continent africain, notamment en Afrique centrale, toujours au travers de la mer. Donc, c'est aussi un carrefour des continents. Par Pointe-Noire, vous entrez pour aller en Centrafrique, pour aller au Tchad, pour aller au Cameroun. Bon. Si on est un carrefour de civilisation, on a un carrefour de races, on a un carrefour de continents, on a un carrefour des peuples. Quand on est un carrefour de peuples, on ne peut pas se battre. Et c'est pour cette raison que, comme vous le dites, Pointe-Noire a cette tradition d'être ce qu'on appelle havre de paix. Mais parce que, oui, Pointe-Noire est l'ensemble de tous ces peuples. Mais vous les voyez, forte concentration portugaise, les premiers commerces à Pointe-Noire étaient tenus par des Portugais. Forte pénétration béninoise, la pêche artisanale est tenue par les Béninois. Forte
pénétration togolaise. Ceux qui développent d'autres activités de commerce à Pointe-Noire, ce sont des Togolais. Forte pénétration française, il n'y a qu'à voir comment les entreprises françaises sont installées. Forte pénétration italienne, il n'y a qu'à voir comment les Italiens se sont installés par le biais d'ENI et de toutes les autres entreprises. Forte concentration américaine avec l'activité pétrolière d'Amoco, de Chevron et autres. Forte concentration asiatique, vous voyez, avec tout ce cocktail, il n'y a aucune place pour que Pointe-Noire soit une ville belliciste. Et tous ces acteurs de Pointe-Noire se sont toujours arrangés à faire en sorte que cette ville soit une ville de paix. Le chemin de fer aidant, l'activité économique aidant, les violences qu'ont connues les autres peuples ont fait effectivement que Pointe-Noire soit le carrefour de toutes les ethnies du Congo. C'est donc notre patrimoine commun. Et c'est pour cette raison, c'est parce qu'on sait que c'est un patrimoine commun qu'il y a peu de place aux irrédentismes, il y a peu de place aux revendications identitaires. Il y a plutôt le temps à la construction, à la consolidation, à la préservation de ce patrimoine commun. Le centenaire de Pointe-Noire va être un moment de mondanité, mais au-delà, il est question de baliser la voie vers le prochain siècle qui fera entrer la capitale économique dans le giron des villes intelligentes. J'ai dit que c'est une ville internationale au regard de ce qu'elle représente, de par son histoire et de par sa population. Mais ça doit être désormais aussi une ville intelligente. Oui. Donc, au-delà de la mondanité, il faut penser à la modernité de la ville de Pointe-Noire. Au-delà de la célébration, il faut penser à la méditation. C'est peut-être dans ce cadre que s'inscrit d'ailleurs le colloque que les autorités municipales sont en train d'organiser pour amener les gens à réfléchir sur ce que devra être désormais Pointe-Noire, en puisant dans les profondeurs de son histoire, dans les sources de son histoire, les leviers nécessaires à son développement futur. Donc je pense qu'il y a une réflexion qui va être menée, ou qui est en train d'être menée, qui va faire que Pointe-Noire, à part le fait qu'elle soit une ville économique, à part le fait qu'elle devienne une ville internationale, soit une ville intelligente, tel que cela était envisagé dans les objectifs du développement durable, l'ODD 11, faire en sorte effectivement que Pointe-Noire soit le lieu d'habitation où il fait bon vivre, où on a un cadre de l'habitat moderne, j'insiste sur l'habitat moderne, où on a un lotissement mieux organisé, une vraie urbanisation qui va trancher des ans, parce qu'il faut corriger ce que nous venons de faire, surtout après 1990, après la conférence nationale. Cet élargissement sauvage de Pointe-Noire qui fait en sorte qu'une ville, quand elle est élargie de cette manière, ne peut plus être une ville moderne, ne peut plus être une ville résiliente, ne peut plus être une ville intelligente. Et nous avons à faire en sorte que Pointe-Noire retrouve sa vocation de ville moderne, ville résiliente, ville intelligente, ville internationale. C'est dans ce contexte de centenaire que Pointe-Noire s'apprête à vivre son expérience de municipalisation additionnelle. Programme annoncé par le chef de l'État en janvier 2022 devant les cadres sages et notabilités du département de Pointe-Noire. On a tendance à dire, à penser que les premiers arrivés sont les mieux servis. Non. Les premiers arrivés ne peuvent pas être les mieux servis parce qu'ils doivent penser à la file qui est derrière. Et donc, ils se servent certainement avec beaucoup plus de pudeur, pensant que si je me sers goulûment, ceux qui viennent après moi ne viennent. Je vous ai dit que Pointe-Noire est une ville de partage, une ville de solidarité. Donc, avec un peu plus de pudeur, on a fait une célébration de la municipalisation qui a été différente des célébrations ultérieures. Voilà. Et ça fait que lorsqu'on a vu comment les choses se sont faites par la suite, on s'est dit, ah ben, les maigres commencements, les timides pas de Pointe-Noire méritent d'être renforcés. Et c'est pour cette raison que le président de la République avait pensé à une municipalisation additionnelle. Parce que la première a plus visé la préparation de la célébration de la fête nationale qu'une vraie politique de modernisation et de municipalisation de la ville. C'est pourquoi le peuple de Pointe-Noire attend depuis là cette municipalisation additionnelle, mais que le président de la République
a encore pris l'engagement d'exécuter, bien entendu, à partir de cette année, profitant de ce que nous avons l'année du centenaire. Et le centenaire va se célébrer suivant un rythme annuel, mais pluriannuel. Annuel, pourquoi? Parce que les choses ne vont pas se limiter à la période de mai. Mais c'est la date que nous admettons comme étant la date de création de la ville de Pointe-Noire au travers du décret faisant commencer les travaux de chemin de fer par Pointe-Noire. Voilà, de retenir que le port et le chemin de fer seront installés désormais à Pointe-Noire. Mais le premier lotissement, par exemple, de Pointe-Noire est intervenu en septembre 1922. C'est pour cette raison, je crois que c'est le 22 septembre, c'est pour cette raison que cette célébration du centenaire va être décalée. Nous commençons à la date de création admise de la ville de Pointe-Noire en mai, mais nous irons en septembre sous l'autorité du président de la République pour célébrer effectivement le centenaire en s'appuyant sur le fait que c'est en septembre qu'est intervenu le premier lotissement. Et si le président a pensé à un programme pluriannuel, mais c'est parce que justement, il sait que le premier schéma directeur, l'arrêté du plan directeur de Pointe-Noire, a été signé en 1925. Donc, nous avons un programme pluriannuel 2022, 2023, 2024 qui pourra nous amener jusqu'à 2025 pour réussir la grande municipalisation de Pointe-Noire, attelée ou arrimée à la célébration de son centenaire. Depuis l'annonce par le chef de l'État de la municipalisation additionnelle et pluriannuelle de Pointe-Noire, le gouvernement est effectivement mobilisé pour traduire dans les faits cet ambitieux programme. Le gouvernement travaille avec les autorités locales et il y a d'ailleurs, je crois, ça intègre la réflexion qui va être menée par les organisateurs du centenaire au travers du colloque qui va avoir lieu. Mais au-delà, le gouvernement a un plan de modernisation de la ville. Ça commence déjà par l'inauguration du marché du centenaire, le grand marché emblématique de Pointe-Noire. Vous savez, quand on parle de ce marché, pour moi qui ai vendu du poisson à ce marché, c'est un acte important qui va être posé. Imaginez ce qu'est ce marché que j'ai visité il y a quelques jours et à le comparer au marché là où nous venions vendre du poisson il y a une quarantaine d'années, vous pouvez imaginer quelle est l'émotion qui peut m'étreindre à ce moment de voir cette modernisation et la vivre sous mes yeux. C'est quelque chose d'important. Donc, vous avez ça, mais vous n'avez pas que ça. Vous avez qu'on va donner encore à Pointe-Noire sa vocation de grande ville internationale, mais de ville culturelle. Voilà, de ville de culture avec l'édification d'une université à Pointe-Noire. C'est important. C'est important. C'est ce qui manquait à la chaîne. C'est le maillon qui manquait à la chaîne de Pointe-Noire pour assumer son rôle de grande ville savante, de ville intelligente, de ville internationale. Comme vous le voyez à Pointe-Noire, avec ces lits de rivière qui sont anarchiquement occupés et qui faussent tout le travail d'assainissement qui est fait par les autorités locales et par le gouvernement, il va falloir assainir davantage, nettoyer ces lits de rivière. On va passer par des mesures difficiles. Il faut exproprier encore. Il faut faire partir les populations de tous ces couloirs d'eau, ces réseaux de drainage d'eau qui permettent aux eaux de pluie et aux eaux usées d'aller jusqu'à la mer, mais qui ne peuvent plus circuler normalement et qui inondent les quartiers. Il va falloir travailler encore avec les populations pour qu'elles donnent la possibilité au gouvernement d'assainir toutes ces zones. Il y a donc un grand plan d'urbanisation, d'assainissement, d'amélioration des conditions de vie, du cadre de vie, tel que le président l'avait prévu d'ailleurs dans son projet de société. Voilà, l'objectif sur l'amélioration du cadre de vie, voilà, des citoyens. C'est une vraie politique qui est mise en œuvre par le gouvernement et nous sommes en train d'y travailler. Dans le cadre de ce programme, des projets dits prioritaires ont été retenus,
en fonction de leur impact sur la vie des populations. Le travail d'urbanisation, d'assainissement va commencer cette année. Et puis, il ne s'arrêtera pas que cette année. C'est un programme pluriannuel, le président l'avait dit. Nous avons 3 ans pour continuer à faire ce travail, pour donner l'image d'une vraie ville pour Pointe-Noire. Voilà. Donc, ça ne se fera pas en 6 mois. On ne bâclera pas le travail en restant sur 1 an, parce que, comme nous l'avons fait pour la municipalisation de Brazzaville, on a dû prendre 3 années, n'est-ce pas? La municipalisation additionnelle de Pointe-Noire aussi prendra le nombre d'années qu'il faut et nous nous sommes fixés une échéance à l'horizon 2025, justement, pour bien ancrer le centenaire de Pointe-Noire dans toutes ses étapes. À l'horizon 2025, dans le cadre d'un programme pluriannuel, nous aurons une autre image de la ville de Pointe-Noire. La municipalisation additionnelle n'est pas une opération généralisée. Il y a 2 départements, d'après le président de la République, qui devaient bénéficier d'une municipalisation additionnelle, pour avoir été les 2 premiers départements à avoir lancé cette révolution de municipalisation. C'était donc Pointe-Noire et la Likwala. Pointe-Noire couplée au Kouilou aussi, d'ailleurs, puisque à l'époque, on aurait pu dire que le Kouilou n'avait pas bénéficié d'une municipalisation, puisque à l'époque, Pointe-Noire était dans le Kouilou. Donc, on peut dire que en dehors de Pointe-Noire et le Kouilou, on aura aussi certainement le département de la Likwala qui devra bénéficier de sa municipalisation additionnelle pour avoir été les moins lotis et les moins nantis lors du premier cycle de municipalisation. Maintenant, et vous avez raison, nous ne faisons que la volonté des peuples. Les peuples ont savouré les bienfaits de la politique de municipalisation. Ils en demandent d'ailleurs. Sans doute envisagera-t-on un autre cycle de municipalisation pour poursuivre ce qui a été commencé. Dans le cadre de la municipalisation additionnelle de Pointe-Noire, les populations désirent plus d'actes que de paroles. Le président Denis Sassou Nguesso est un homme de parole. Et les populations de Pointe-Noire en ont des exemples, des illustrations. Malgré le temps passant, il n'oublie jamais les engagements qu'il prend. Je prends l'exemple de l'hôpital de Luandjili. Nous étions encore jeunes lorsqu'on nous annonçait que sur ce site devrait être érigé un grand hôpital. Après, les populations n'y croyaient plus. Mais dès qu'il est revenu aux affaires, c'est par là qu'il a commencé. Et c'est peut-être l'une des premières réalisations que le Congo a eues dès le retour aux affaires du président Denis Sassou Nguesso. C'est pour vous dire qu'il n'oublie jamais rien. Et quand il est arrivé à Pointe-Noire la fois dernière, il a rappelé que Pointe-Noire a toujours été la rampe de lancement du décollage et du développement économique de notre pays. Toutes les fois que le Congo a traversé des crises, c'est par Pointe-Noire que le développement a commencé. C'est Pointe-Noire qui servait de base. Voilà. Il a rappelé ce qu'il avait vécu en 1979 et que c'est de Pointe-Noire que partira la reconstruction du pays. Il a eu encore à le dire lorsqu'il est revenu aux affaires en 1997. Et combinant ces 2 témoignages, il dit oui, nous allons donc rebâtir et reconstruire Pointe-Noire. Je pense que cette parole, à elle seule, suffit pour que les Congolais qui ont toujours cru en Denis Sassou Nguesso, que les Ponténégrins qui ont toujours cru en Denis Sassou Nguesso réalisent que oui, ce qu'il a dit, il le fera. Il le leur a démontré encore. Lorsque on a construit la route Brazzaville-Pointe-Noire, personne n'y croyait. Quand bien même il avait annoncé depuis 2002, les gens n'y avaient pas cru. Eh bien, la route est là. Elle part de Pointe-Noire. Elle permet maintenant à Pointe-Noire, comme je l'ai dit, d'être la véritable porte d'entrée sur le continent. De Pointe-Noire, vous pouvez partir de la frontière du Cabinda, de l'Angola, pour atteindre le Cameroun. Et bientôt, lorsqu'on va poursuivre le travail du corridor 13 avec le pont sur la Sanga, vous pourrez désormais partir de la frontière de l'Angola pour aller jusqu'en Centrafrique. Voilà. Vous pourrez, lorsque va être construit le pont route rail, puisque les amis de la RDC venaient de ratifier
la convention pour la construction du pont route-rail, lorsque les travaux vont démarrer ou qu'on aura fini avec le pont. C'est de Pointe-Noire qu'on pourra partir pour aller jusqu'à Tripoli, parce que ce tronçon pourrait permettre effectivement de construire le corridor de Tripoli jusqu'au Cap en passant par Windhoek. Et ça passera bien par la route de Pointe-Noire. Voyez-vous? Donc les populations ont foi que ce qu'a dit Denis Sassou Nguesso se fera. Et je n'ai pas d'autres assurances à leur donner que la parole sacrée de Denis Sassou Nguesso.